Le but, c'est pas de dire, faut pas dire, les gars. On dit juste, maîtrisons ce qu'on fait sur les métiers où il y en a besoin, d'autres il y en a pas besoin. Ça va faire gagner du temps et on pourra pas l'éviter. L'IA arrive, on le sait. Mais c'est juste que pourquoi mettre de l'IA sur des trucs qui seront faits moins bien que sur un truc qui tourne déjà bien actuellement? Ça n'a aucun intérêt. Salut à tous, bienvenue dans Player2, l'émission qui vous fait découvrir des gamers inattendus. Et mon invité cette semaine, c'est Donald Renew, que les joueurs connaissent bien. Il est comédien de doublage depuis 1992 dans beaucoup de séries et de films comme Malcolm ou The Social Network. Il est la voix off de Energy avec Richard Darbois. Et on peut aussi l'entendre dans pas mal de jeux vidéo, dont Spider-Man sur PlayStation. Bonjour Donald. Ça va, tu fais tellement sérieux, je suis content d'être là, mais c'est bien. Je vais te ruiner ton truc, t'inquiète pas. Oui, parce que avant de démarrer cet entretien, je vais quand même être un peu transparent avec nos auditeurs et téléspectateurs. Je connais Donald depuis quasiment une dizaine d'années et j'ai déjà travaillé à tes côtés, mon cher Donald. Oh oui, tu étais mon chroniqueur. Voilà, on va se tutoyer et même si déjà la réponse, je vais quand même la poser cette question. C'est quoi ton jeu préféré? Mais moi j'ai une question avant. Est-ce que tu forces toujours sur Destiny 2? Alors ça c'est un autre sujet. Mais moi je veux connaître cette réponse. C'est quoi ton jeu vidéo favori? J'adore les jeux de voiture, mais j'aurais tendance à dire Assassin's Creed parce que c'est le seul jeu qui, je trouve, fait plonger dans l'histoire et de manière ludique, enfin en même temps c'est un jeu, mais vraiment j'ai vraiment cette sensation de me dire ok, donc c'est peut-être comme ça que c'était avant. On apprend des choses. Ah ouais, mais de me dire ok, donc c'était peut-être comme ça, de pouvoir se l'imaginer, t'as vraiment l'impression d'avoir une boîte à voyager dans le temps et c'est trop cool. Mais du coup c'est quel épisode précisément qui t'a marqué de la saga? Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Moi c'était la période du 2, à tel point que je voulais en deuxième prénom je voulais appeler mon fils Ezio. Ma femme a refusé. Ah ça. Mais comment lui en vouloir? Non, mais en deuxième prénom, tout le monde s'en fout. Tu vois, toi, ça se trouve, c'est Sylvain, Tristan et Bernard, quoi, tu vois. Non, c'est Sylvain Pierre. Tu vois, moi aussi, c'est Pierre, tu vois. Et Pierre, voilà, je pense que je l'utilise pas tout le temps, mais Ezio, ça aurait été cool, tu vois. Alors, c'est marrant parce que justement, dans Assassin's Creed 2, t'as été la voix d'un personnage. Ouais. C'est le personnage de Bernardo Baroncelli. Est-ce que c'est en faisant le doublage de ce personnage qui t'a convaincu que tu allais adorer cette série? Non, je le kiffais dès le premier avec Altaïr, mais c'était une révolution. Faut remettre ça dans le contexte, je sais plus quelle année c'était, mais c'était une révolution Assassin's Creed. La plongée dans Jérusalem, dans les villes d'Orient, mais c'était incroyable. Et quand ils sont sortis le 2, moi qui suis fan de l'Italie, mais j'ai pété un plomb. Donc non, je kiffais avant. Ce qui m'a fait rire, c'est de faire ce petit PNJ qui ne sert strictement à rien, et que c'est une cible dont tout le monde se fout. C'était une cible parmi le secteur, quand même Ubisoft aime bien le faire, à multiplier les zones qu'on fait à l'infini. C'était une zone, mais tout le monde s'en fout de ces personnages-là. Mais je pense que je suis le seul à avoir écouté la fin de mon petit laïus avant de me planter une dague dans le cou en faisant un saut de la foi. Alors t'as quand même toujours été joueur. On faisait une émission de jeux vidéo fut un temps. Mais bon, est-ce que... Assassin's Creed, ça a été ta saga préférée, mais au final, c'est quoi ton premier jeu vidéo? Le premier jeu vidéo, on m'avait prêté une Master System avec, c'était en bundle avec Hang-On, donc c'était un jeu de moto, comme quoi il n'y a pas de mystère, et Outrun, le jeu mythique de la Master System de Sega, donc c'était incroyable. Et j'avais aussi Wonder Boy. D'ailleurs, dans ma salle de jeu, j'ai plein de trucs en déco, dont Wonder Boy en boîte, qui était un jeu, une sorte de Mario de Sega. C'était énorme. Et j'avais même trouvé le code. Au démarrage de la Master System, tu avais une sorte de petit escargot, une sorte de Pac-Man, et tu avais un code. Avant, pour trouver ça, il n'y avait pas Internet, j'avais trouvé ce code-là, je sais plus comment, et tu avais vraiment un mini-jeu caché dans le menu de la Master System. Tu as toujours été joueur, ou quand même, à un moment donné, avec la profusion de projets que tu as eu, tu as dû mettre en pause tout ça? Je joue plus. Tu joues plus? Je te jure, mais j'ai envie de me mettre des tartes dans la gueule. Hein. Je ne joue plus. Le seul jeu que je fais, c'est avec ma fille. À l'époque, tu te rappelles, quand on faisait CTCR, c'était les jeux narratifs. J'adorais les Telltale. Et aujourd'hui, les seuls jeux que je fais, c'est les Forza Horizon, parce que j'adore toujours cette licence qui est incroyable. Et je m'en lasse pas. Bon, j'y joue toujours pas, mais je sais que je l'ai. Tu vois, je l'ai testé, mais je voudrais y jouer plus, mais j'ai pas le temps. Et à part Forza, j'aime bien jouer aux jeux coop, donc It Takes Two, voilà, exceptionnel. Tous ces jeux en coop que je fais avec
avec ma fille, donc là j'ai vu qu'il y a un truc avec des voitures radiocommandées qui était sorti, il y a plein de jeux coop qui arrivent. Je pense que tu transmets en fait ta passion du jeu vidéo sans forcément y jouer encore aujourd'hui. Ouais, mais j'aimerais pouvoir le faire un peu plus, mais j'y arrive plus, mais à regret. Hein. En fait, le problème c'est que j'ai tellement de taf que quand je joue, j'avais plus la tranquillité d'esprit de me dire je me laisse ce temps pour jouer. Je sais que j'ai 12 000 sujets en retard, des missions, de trucs à préparer que je fais pas. Et je me l'interdis. C'est complètement con. La dernière fois que j'ai vraiment joué, en fait, c'est pendant le confinement. Eh ben alors, revenons un tout petit peu quand même sur ta carrière, parce que autant voilà, tu as commencé en 1992, mais tu as finalement fait du jeu vidéo, selon ta page Wikipédia, à partir de 2002, en prêtant ta voix à un personnage qui est aujourd'hui célèbre, c'est Sora de la saga Kingdom Hearts. Est-ce qu'à l'époque, tu te rends compte à quel point ce premier épisode va lancer une saga qui est aujourd'hui connue par bon nombre de fans de JRPG? Ah ouais, je m'en doutais parce que j'avais goûté au Final Fantasy VII qui me semble était sorti avant, donc le Final Fantasy j'étais déjà bien piqué, donc avoir un cross entre Disney et Final Fantasy, je me suis dit oula, ça peut être énorme. Après je ne l'ai pas mesuré, mais aujourd'hui je le mesure pleinement. Ah ouais, mais en convention il fait partie des top 5 de ce qu'on me donne à signer. Combien de jeux PlayStation 2 je signe à chaque convention, mais c'est monstrueux. J'ai dû signer tous les exemplaires de Kingdom Hearts de France, quoi. Je me rappelle, on travaillait ensemble au moment où Square Enix a annoncé la date de sortie de Kingdom Hearts 3. Et effectivement, donc il n'y a pas de VF dans cet épisode. Là, il y a un 4e épisode qui est prévu. Évidemment, je ne vais pas te demander si une VF est prévue, mais en tout cas, j'imagine que c'est un personnage avec lequel tu t'es vachement attaché, donc tu as envie d'y revenir forcément. Mais évidemment, et moi ça m'embête, c'est pour les joueurs. Ils ont eu, mais de la même manière qu'il n'y a pas de VF dans Forza Horizon 6. Bon, t'es moins attaché au personnage à part Radio City où t'entends Damien Ferrette qui fait la voix sur non, salut, c'est Bassarena. Enfin bon, tu vois. C'est vrai. Ok, ça manque pour le GPS et tout, bon, c'est relou. Mais sur un jeu comme ça, ce qui m'embête, c'est pour la communauté. De s'être habitué à des voix et qu'on impose d'avoir une version américaine. Et la France était autant peinée que nous, et que nous les comédiens et vous les joueurs, pour de plus avoir les voix parce qu'ils n'avaient pas les mains libres là-dessus. J'aime à croire que peut-être sur le 4 on aura une VF, et peut-être qu'ils se diront bon bah les gars, on a du budget, on fait un 3 et 4, on fait une édition spéciale européenne avec la version française. Ce serait génial. Mais parlons-en. Putain, parlons-en. Mais je pense qu'il y a un coup de com' mais monstrueux à faire. Et pour les joueurs, j'ai vraiment envie que ça continue. Alors, une saga, j'imagine dont on te parle justement dans ton top 5 en convention, c'est évidemment Spider-Man. Voilà, même les films, parce que tu as aussi prêté ta voix à 2 films Marvel. Le jeu, lui, il est développé par Insomniac Games. Il y a eu 3 épisodes au total. Est-ce que tu dirais que c'est cette trilogie, parce qu'on peut parler de trilogie, qui t'a vraiment fait connaître auprès des joueurs un peu plus grand public? Mais de toute la communauté sur le digital. Il y a eu un avant, un après Spider-Man sur PS4. C'est à tel point que sur le moment, sur Twitter, j'avais mesuré par une société qui fait des statistiques, il y avait un tiers des tweets sur le week-end de lancement où j'étais mentionné. C'était monstrueux, j'avais jamais vu ça, et je ne l'ai jamais vu, je ne le reverrai jamais. Il y avait un tel travail de fait dans la localisation, c'était pas simplement du doublage classique, il y avait aussi plein de jeux de mots, il y avait des références, etc. Comment t'as fait pour imposer d'une certaine manière ces références un peu françaises dans le jeu Spider-Man? Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu le fait que j'ai bossé sur Call of Duty Zombie, où je faisais Marlton. J'ai mis plein de conneries là-dedans déjà. Pour ceux qui l'ont fait, ils sauront de quoi je parle. Et en me disant, ça passera jamais, comme j'avais testé de le faire à l'époque sur Overwatch, sur Lucio, c'était pas passé. Mais là, sur Call of Duty, c'était passé. J'ai fait, ah ouais, on peut déconner à ce point-là. Ils valident, ils disent, super, bon travail. Je fais, Et là, je vois quoi? On commence Spider-Man et je vois que l'auteur, Robinson, qui avait fait un travail admirable sur la VF, a commencé à mettre des trucs qui n'étaient pas en VO, qui débordaient du trait. Ah, moi, faut pas me le dire 2 fois. Donc, j'ai l'expérience du Call of Duty dans cette même boîte. Un auteur qui déborde du trait et moi derrière, c'était terminé. J'avais mis le loup était dans la bergerie, c'était terminé. Donc, j'ai proposé mes conneries tout en proposant une version alternative avec le texte normal. Sauf que je pense qu'il y avait des dizaines de milliers de fichiers et que, ils ont dit, ah, ok, c'est bon, et ils ont tout pris.
Et ils ont fait confiance et voilà, le résultat était là. Donc cette liberté-là, c'est une accumulation de plusieurs petits paliers qui ont sauté les uns après les autres et qui ont permis d'avoir cette liberté qui, je pense, a beaucoup aidé sur le jeu. Et c'est génial, c'est mon meilleur souvenir de jeu vidéo. C'est bien parce que tu m'offres une perche, parce que j'aimerais bien savoir comment est-ce qu'on se retrouve à devenir comédien de doublage de jeux vidéo. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire au moment où tu commences ta carrière de comédien de doublage ou est-ce que ça s'est fait vraiment par hasard parce qu'on sait quand même que dans ce milieu, il y a beaucoup de bouche à oreille et que ça se fait voilà, petit à petit. Alors, il y a le milieu de l'artistique est très cloisonné en France et dans les comédiens, si tu tournes en télé, tu tournes pas forcément en cinéma. Si tu fais du théâtre, tu tournes pas forcément. Et dans le domaine de la voix, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu fais des pubs, c'est pas forcément toi qui vas faire aussi des voix off de documentaires ou des voix antennes comme Énergie, comme tu le mentionnais. Par contre, bizarrement, le milieu du doublage normal discute entre guillemets avec le milieu du doublage des jeux vidéo. Donc souvent on a des comédiens qui arrivent à faire les deux. Alors il y a souvent des problèmes de tarifs où il y a de la grosse négo. Non, pas planning, vraiment c'est tarif. D'accord. Où il y a toujours une négo qui est un peu âpre dans les jeux vidéo parce qu'il n'y a pas de tarif comme au doublage traditionnel où tu es payé à la ligne. Là c'est un peu à la tête du client. Okay. Ce qui est très dommageable. J'aimerais bien que ça bouge en ce sens plus tard. Est-ce qui peut-être aussi peut fermer des portes parce mais bien que sûr. Forcément un comédien de doublage hyper connu va être plus cher. Mais c'est pour ça que j'ai arrêté Stream VF en format jeu vidéo. C'est qu'il y a plein de comédiens que j'arrivais pas à voir parce qu'ils ne faisaient jamais de jeux vidéo. J'ai aussi beaucoup arrêté ce concept-là où on montrait le rendu du jeu vidéo à des comédiens pour ça. Donc ouais, il y a plein de choses comme ça qui font que le jeu vidéo en tout cas est très difficile à faire. Et moi en tout cas j'ai commencé par là, par le bouche à oreille. J'ai commencé à faire du jeu vidéo et étant joueur, j'ai beaucoup aimé faire ça. Et un jeu vidéo est très difficile à faire. C'est-à-dire que c'est éprouvant. Oui, parce qu'il faut faire aussi plein d'onomatopées, etc. Enfin, faut prendre tout en compte. Surtout que, et c'est finalement un peu la suite de ce que tu disais, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas forcément la vidéo. Il n'y a rien. Ah, voilà. On n'a rien. T'as jamais eu de vidéo, même par exemple sur Spider-Man, où on pouvait peut-être avoir le début d'un jeu fini, par exemple? Sur les cinématiques, en noir et blanc. Ok. Mais pas le jeu. Parce qu'un monde ouvert, on sait jamais quand la réplique elle va popper. Hein, donc ça peut être n'importe quand. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très difficile à tenir sur la longueur. Moi j'avais peur de me perdre dans le rôle parce qu'après des mois d'enregistrement, j'avais peur de pas être au niveau. Et d'ailleurs j'ai encore plus eu peur sur le 2 en me disant et je me suis pris conscience de ça au milieu du jeu. Je fais attends, mais ça se trouve je fais de la merde en étant sur mes acquis par rapport au premier, et en fait ils vont me dire que c'est éclaté ce que j'ai fait. J'avais très peur de ça parce que le premier ça avait tellement été bien accueilli que j'avais peur de pas avoir le même accueil sur le 2. D'accord. Mais faut savoir que c'est des enregistrements de 6-7 heures par jour sur plusieurs mois, plusieurs jours par semaine. Donc du coup on est sur un truc qui est éprouvant. Et tenir ça sur la longueur, le personnage qui se joue en 30 heures, c'est très dur d'avoir le même ton partout. Donc c'est pour ça en fait qu'on n'a pas ce côté un peu star talent qu'on peut avoir sur les Disney, sur les films d'animation où on va avoir un gros comédien, j'allais dire classique, même si vous êtes des comédiens, non, mais évidemment, je vois ce que je veux dire. Qui va venir pour un personnage. Sur un jeu vidéo c'est plus complexe parce que ça demande en fait tout simplement d'être présent pendant plusieurs mois, plusieurs heures d'affilée, etc. C'est un métier qui est complètement différent. Après sur un énorme rôle principal en monde ouvert, ça demande des jours et des jours et des jours. Maintenant, sur un jeu comme Detroit Become Human que j'ai pu faire, le jeu, je l'ai fait en une semaine. D'accord. Donc n'importe quelle star aurait pu faire mon rôle, ce serait passé. Bon, il aurait mis plus de temps, c'est sûr, mais ça n'empêche pas d'avoir des stars. Même sur un Spider-Man, t'aurais mis sur Ganke, par exemple, sur le 2, t'aurais mis tu vois, Stéphane Bach qui a fait Miles Morales, ce serait passé. Il n'y a pas de souci, il n'y avait pas comme autant de fichiers que j'ai pu le faire. Donc ça, c'était des choses qui pouvaient se faire, mais après, de là à le vouloir, de toute façon, c'est les équipes marketing qui décident qu'ils prennent une star pour leur com ou pas. Donc, tu fais bien de citer Détroit parce que c'est vrai que je l'ai fait il y a pas très longtemps et j'ai pris un malin plaisir à te voir mourir. Bah, j'imagine bien. Je dois admettre. Vicieux comme tu es. Évidemment. Est-ce que, juste parlons un tout petit peu quand même des contraintes de confidentialité sur le jeu vidéo. Est-ce que c'est plus complexe que sur une série où en fait ça a parfois déjà été diffusé aux États-Unis, donc en fait on connaît déjà, ou des films? Je pense, je sais pas, un Star Wars, imaginons. Les conditions de confidentialité, elles sont plus fortes dans le jeu vidéo ou dans le cinéma? Les deux sont pareils, les deux sont difficiles. Le cinéma, tu vois pas ce que tu fais, t'as vraiment des ronds. Tu vois, l'image est
totalement noir, Ok. avec marqué par exemple Property of Disney, Ouais. et t'as un rond noir, et tu vois que ça, tu vois que la bouche. Ah oui. Tout le reste qui existe dans l'image n'existe pas. Ah ouais, donc faut vraiment imaginer complètement le code. Tu ne vois rien. Le jeu vidéo où t'as absolument aucune vidéo, et là faut vraiment t'imaginer. Ouais, mais à la limite, sur le jeu vidéo, on l'accepte parce que ça fait partie des règles du jeu. Et sur un film cinéma, c'est dommage. On perd en qualité. Mais en même temps, je comprends parce qu'il y aurait forcément des leaks. Et donc, ça arrive. Hein, donc, pas forcément en France, mais il y a eu des leaks qui ont été faits sur Arcane en Asie. Ça a eu des répercussions sur l'Europe dans le doublage, alors qu'ils n'y étaient pour rien. Il y a plein de trucs comme ça qui ont été faits, quand il y avait sur Spider-Man No Way Home, je crois qu'il y avait le doubleur italien qui avait merdé, qui avait laissé sous-entendre. Ça peut merder dans tous les pays du monde. Donc ils ont raison de faire gaffe. Il y a tellement de copies qui partent dans le monde entier. Au moment où ils envoient sur Send, ça y est, il prie pour que tout le monde ferme sa gueule. Alors parlons justement de ton émission Oui. StreamVF que tu animes sur YouTube déjà mais tellement longtemps. Donc tu disais qu'au début tu avais fait du jeu vidéo, mais maintenant effectivement tu l'ouvres à tous les genres. Ouais. C'est forcément, ça permet de mettre en avant des comédiens de doublage que l'on ne connaissait pas forcément. Ouais. Voilà, ça n'est qu'une voix à la fin. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Comment l'idée t'est venue? Est-ce que c'était un objectif un peu de mettre en avant ces collègues-là? Non, mais pas du tout. Il y avait aucun plan. J'ai commencé, on devait faire l'émission ensemble, j'imagine. Je me suis dit, tiens, vu que grâce à la PlayStation 4, on peut streamer sur Twitch avec une, entre guillemets, pauvre PlayStation caméra et un casque gaming, être sur Twitch, ce qui était révolutionnaire. Je me suis dit que j'avais clairement pas envie de m'embêter à avoir le Stream Deck comme tu peux l'avoir, et le micro et tous ces trucs-là. Et j'ai plus de PC depuis un moment. Alors maintenant, je m'y suis remis, mais à l'époque, j'avais plus rien. Et je me suis dit, ce serait marrant de découvrir le jeu avec la communauté. Et donc j'ai rencontré Squeezie la veille, on déjeune ensemble à l'époque de Webedia. Ouais, donc toi tu rencontres Squeezie. Mais c'était une coïncidence. Et je lui dis écoute, après-demain je vais découvrir Spider-Man avec les gens. Il me dit mais c'est énorme ton concept. Et il m'a host. Je me suis retrouvé avec 1500 personnes au premier stream. Mais je l'ai souvent dit à la 100e, je l'ai remercié que si StreamVF on va faire la 106e ce 16 juin, c'est grâce à Squeezie. Sinon j'aurais jamais continué. J'aurais fait quoi, 23 viewers. Je l'aurais pas continué. C'est lui qui m'a donné l'impulsion. Et donc du coup, je démarre ce stream-là, je découvre Spider-Man et je me dis ça pourrait être cool de démontrer les potes leur travail, leur montrer ce qu'ils ont fait. Ils en ont besoin ? Non, mais ça m'est venu comme ça. Ok. Et de fil en aiguille, ça a bien marché. Et puis au bout d'un moment, je suis arrivé au bout des invités, j'avais plus personne à inviter. Je me suis dit il va falloir ouvrir sur le doublage traditionnel. Et de là, changer le concept où j'ai fait que des focus sur un comédien. Puis maintenant, je suis sur les licences. Donc maintenant, en gros, on peut faire un CDI d'émission, quoi. Mais c'est assez cool justement. Enfin, le concept de l'émission, moi, je le trouve super parce que quand je te disais qu'ils en avaient besoin, ces comédiens, peut-être pas dans le sens où absolument besoin, mais parce que justement, je pense que la VF, il faut de la reconnaissance pour les comédiens de doublage parce que ce sont des comédiens, je le rappelle. Est-ce qu'il y en a justement dans ceux que tu as invités dans StreamVF qui ont vu ta passion pour le jeu vidéo et qui se sont dit pourquoi pas moi, je testerai de doubler un jeu vidéo? Alors non, c'est pas arrivé que ça amène des vocations pour le jeu vidéo. Par contre, des comédiens qui étaient pas chauds pour venir à l'émission. En repartant d'émission, on dit en fait t'avais raison, c'était cool. Et il y a un contact avec la communauté direct. Mais bien sûr. Et là tu vois, j'avais la dernière émission qu'on a fait avec le diable s'habille en Prada. On a fait des redoublages juste sur Instagram. Une vidéo, elle a fait 3 millions. C'est incroyable. Et je suis content parce que avec les équipes que j'ai, parce que maintenant on a une vraie équipe sur StreamVF, c'est une dizaine de personnes qui bossent toute l'année. Et que on a pu faire la promotion du Diable s'habille en Prada, mais ils jouaient au théâtre avec Frédéric Thiermont et Bernard Allan, et donc on a pu faire leur promo avec des émissions, des extraits de leur pièce de théâtre au milieu de 2 extraits. Donc ils viennent parler de ce qu'ils font en doublage toute l'année, mais en plus on peut permettre de parler de projets de l'un et l'autre. Donc c'est trop cool. On fait un peu ici avec ce podcast. Ma dernière question avant de passer au quiz, c'est forcément on va parler de l'IA parce que voilà le métier du doublage en France est particulièrement compliqué et justement il essaye un peu de faire entendre sa voix, notamment auprès des politiques. Comment tu te positionnes toi par rapport à ça, à l'IA qui peut-être va remplacer tout un pan de la culture? De la culture, de tout le métier tertiaire en fait, c'est ça en fait
qui nous pend en nez. Quand tu vois voilà, Microsoft sur certains jeux qui n'aura donc pas de VF, tu disais Forza Horizon, mais on aura aussi Fable. Ah ouais voilà, Fable ne sera pas localisé. Oh. Pareil d'ailleurs, les comédiens de doublage espagnol ont décidé effectivement de ne pas signer les contrats de Microsoft. C'est quand même compliqué effectivement de voir que vous avez l'air en tout cas de pas réussir à aboutir à quelque chose. Non, je suis pas dans les négociations, je suis pas dans les pourparlers. Je sais que Brigitte Lecordier a pu faire un voyage au Japon et avec Emmanuel Macron et les équipes, donc ils ont vraiment discuté. Emmanuel Macron, Dragon Ball, c'est les licences de son enfance et qu'ils ont vraiment échangé. Emmanuel Curtil avec ce qu'il a pu faire au César a beaucoup marché, et je sais qu'ils ont eu des échanges aussi où mon pote Gauthier Batou, qui joue au théâtre avec Jean-Paul Rouve, il a pu discuter avec Emmanuel Macron aussi. Donc il y a plein de moments où c'est arrivé au plus haut point de l'Élysée pour avancer. Je sais pas où ça avance, les lobbies sont tellement vénères, c'est difficile de passer à côté, c'est difficile de légiférer quand il y a autant d'argent qui est en jeu et que la France veut pas passer à côté de l'IA. Je peux le comprendre. Le but, c'est pas de dire, faut pas d'IA, les gars. On dit juste, maîtrisons ce qu'on fait sur les métiers où il y en a besoin, d'autres il y en a pas besoin. Ça va faire gagner du temps et on pourra pas l'éviter. L'IA arrive, on le sait. Mais c'est juste que pourquoi mettre de l'IA sur des trucs qui seront faits moins bien que sur un truc qui tourne déjà bien actuellement. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour ça qu'ils se sont battus aux États-Unis, mais ils se sont battus que pour les États-Unis. Donc nous, maintenant, en France et en Europe, à nous d'avancer. Au Danemark, il y a une loi qui dit que chaque visage, chaque voix appartient à chaque citoyen. Ça s'arrête là, il n'y a pas besoin de faire plus. C'est terminé. Une fois que tu as fait ça, c'est terminé. Il n'y a même pas besoin de parler des doubleurs. On est tous maîtres de nos visages. Quand tu vois que t'as des pranks et que le mec ils enregistrent ta voix et qu'après ils appellent ton père pour demander 5000 balles pour dire que t'es coincé au Kazakhstan, bah évidemment que ton père il envoie un virement. On est tous menacés par ça, donc peut-être qu'il faut juste suivre ce qu'a fait le Danemark et ça s'arrêtera là et il y aura pas besoin de faire croire sur les réseaux que on veut perdre notre métier et on va faire les pleureuses. Mais non, c'est plein de métiers, c'est plein de choses qu'il faut englober pour être tranquille. Alors oui, effectivement, nous on parle pour notre métier, on prêche pour notre paroisse, mais c'est tellement un truc plus global, il faut voir plus loin que ça, quoi. Et vous avez évidemment toutes les infos sur le mouvement Touche pas à ma VF sur BFM Tech, évidemment, mais aussi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les suivre. On va conclure avec notre quiz. Alors tu nous as parlé de tes jeux vidéo favoris. J'ai donc préparé un petit quiz assez rapide. Attention, il va falloir répondre rapidement. Donc on va voir si tu connais vraiment les jeux que tu m'as cités. Ok. Donc la première question, bon, j'avoue que la réponse est assez simple, mais on va voir si tu suis. Comment se nomme le personnage d'Assassin's Creed que l'on contrôle dans le présent dans la trilogie originale ? Pas facile, hein ? C'est Desmond. Exactement, Desmond Miles, effectivement, qui n'a plus réapparu. J'allais dire Desmond Doss, mais c'était mon personnage dans Tu ne tueras point avec Andrew Garfield. Mais c'est vrai, trop de trucs. C'est vrai, effectivement. Ensuite, deuxième question, combien y a-t-il de véhicules dans le dernier Forza Horizon 6 ? Oh, j'en sais rien. Attention, j'ai le chiffre exact. Ah, je n'en ai aucune idée, mais connaissant Forza, ça doit être au moins 250. Ah, c'est beaucoup plus, c'est 618. Oh la violence. Eh ouais, effectivement, ce sont tant mieux. J'ai tort, hein, mais de toute façon, les gens commenteront pour dire que j'ai tort, hein, si jamais ça n'est pas ce chiffre-là, mais normalement c'est ce chiffre-là. Quel personnage obtient des pouvoirs à la fin du premier jeu Spider-Man sur PS4 et PS5 ? C'est que je n'y ai pas joué, hein. C'est que moi je fais le jeu et quand même, la dernière scène où on voit, tu es dans la scène où on le voit. Vas-y, redis-moi la question. Quel personnage obtient des pouvoirs à la fin du premier jeu Spider-Man ? Dans l'ultime scène. Au vu du jeu qui est sorti en line-up PS5, ça doit être Miles avec les pouvoirs énergiques. Exactement, bah oui, effectivement, c'est dans la dernière cinématique, enfin un petit peu plus tôt dans le jeu, mais voilà. Mais je n'ai pas fait le jeu. Ah bah oui, mais t'as donné le dialogue. Oui, je sais, mais j'ai oublié. J'ai fait ça. J'ai fait ça en juin 2018. Ah oui, ça remonte. Eh oui, 8 ans. Alors attention, autre question sur Spider-Man. Qui dit la réplique suivante ? C'est le même, mais en mieux. Ah, ça me dit quelque chose, ça. C'est le même en mieux. C'est moi qui ai dit ça ? C'est toi qui as dit ça, effectivement, en parlant dans un jeu du personnage de Spider-Man. Ah ouais ? Oui. Je suis allé chercher dans les cinématiques pour avoir un peu une réplique marrante de toi, et j'ai trouvé cette réplique-là. Et ça parlait de Miles ? Oui. Évidemment, je pensais pas du tout cette réplique. Qui pourrait être fan de Miles Morales
Surtout quand c'est Grégory Le Rijab qui le double. Il appréciera. Oui, non mais il a pris un CDI de van sur Miles Morales. Non, il a fait un travail remarquable. C'est vrai qu'il est arrivé après Miles Morales et sur le 2, c'était pas évident de reprendre le rôle. Et chapeau parce que il démarrait dans le métier et démarrer par un truc comme ça, je me suis dit ouf, pente glissante et il s'en est grave bien tiré. Donc GG Le Rijab. Eh ben merci beaucoup en tout cas Donald d'être venu dans Player 2. Eh ben avec plaisir, c'est déjà fini? Oui, Ah, mais le moi, podcast il est à retrouver sur toutes les plateformes, mais aussi sur bfmtv.com et sur YouTube. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à nous dire quel est votre jeu préféré. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.